Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour, je crois, ce troisième jeudi de la Fondation, déjà, avec aujourd'hui une thématique d'importance et aussi une thématique d'actualité, puisqu'il s'agit de la dynamique des populations animales, c'est-à-dire finalement la préservation ou la disparition des espèces. Donc, vous le savez, hein, pas la peine de le redire, la perte de la biodiversité a considérablement augmenté ces dernières années. Et cette perte de biodiversité, due notamment aux activités humaines et au changement climatique, a de nombreuses conséquences. Elle a de nombreuses conséquences, pas uniquement pour elle-même, c'est-à-dire pour les espèces ou pour le maintien de ce patrimoine, la conservation du patrimoine. Elle a de nombreuses conséquences pour évidemment l'environnement. Et puis elle a aussi de nombreuses conséquences pour notre propre survie, la survie de l'homme sur cette planète. Et on le voit aujourd'hui évidemment, le lien entre la perte de la biodiversité et l'augmentation des zoonoses, comme ce que nous vivons actuellement, est de mieux en mieux démontré, ou en tout cas de plus en plus documenté. Donc cette thématique finalement de la dynamique de la population animale, si vous prenez le dernier rapport de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et leur dernière liste rouge publiée en 2020, le constat sur la perte des espèces est relativement alarmant. Vous verrez, on parle d'environ 40% des espèces d'amphibiens, on parle de 16% des espèces d'oiseaux, on parle également, et là ça fait très peur, de presque 30% des espèces de mammifères qui sont en voie d'extinction. Donc comment ça fonctionne? Comment tout ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut prédire finalement l'évolution, la dynamique d'une population? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir l'expert docteur Le Breton. Donc, docteur Jean-Dominique Le Breton est directeur au CNRS, directeur de recherche, membre de l'Académie des sciences depuis 2007. Il est également présent dans un nombre de conseils scientifiques importants, prestigieux, notamment comme celui de la Fondation Nicolas Hulot. C'est un biomathématicien spécialisé en écologie de la dynamique des populations et en écologie prédictive. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints, docteur Le Breton, et d'accepter de nous parler un peu plus de la dynamique de ces populations aujourd'hui. Alors, Merci. avant de vous laisser la parole, peut-être je vais juste faire une petite parenthèse logistique. Pour les gens qui n'ont jamais suivi nos conférences, vous aurez à la fin de la présentation du docteur Le Breton l'occasion de poser des questions et j'espère qu'elles seront nombreuses. Et pour ça, vous pouvez poser vos questions en direct au docteur Le Breton. Donc, il vous suffira de lever la main. Vous avez sur votre écran une petite main rouge, comme sur Teams, que vous pouvez activer. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro et nous ouvrirons votre micro. Nous vous appellerons et nous vous ouvrirons votre micro pour que vous puissiez poser la question directement. Voilà, vous pouvez évidemment nous poser également vos questions par le chat et nous essaierons de les relayer au maximum. Voilà, je disparais, je vous laisse profiter du docteur Le Breton et de cette merveilleuse conférence. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous parler de biodiversité aujourd'hui. Je remercie vivement la Fondation Rovaltin pour l'invitation. Alors, comme ça a été dit, nous savons tous que la biodiversité est érodée de multiples façons par les activités humaines. Pour partir d'un exemple assez emblématique dont on reparlera plusieurs fois, puisqu'il y a une photo d'éléphant sur ma page de titre, le braconnage des éléphants, qui conduit souvent à leur mise en danger des populations et la diminution en tout cas des effectifs. Ce braconnage, c'est une augmentation de mortalité. Il est donc essentiel de comprendre l'intensité de la mortalité et aussi de la reproduction au sein des populations pour juger de leur sensibilité aux activités humaines. Et je vous propose donc un voyage en démographie animale, aussi un petit peu en démographie végétale, pour vous montrer que l'impact des activités humaines ne se manifeste pas de la même façon selon les espèces vivantes considérées, et que paradoxalement, ce ne sont pas les espèces a priori les plus fragiles qui sont les plus sensibles. Et je vais donc vous parler de démographie comparée, comparer la démographie de différents êtres vivants. Et je vais commencer par quelques exemples simples, assez contrastés, qui illustreront aussi bien l'incroyable variété du monde vivant, donc la biodiversité elle-même.
Alors mon premier exemple, c'est chez les oiseaux. On peut opposer un petit passereau comme la mésange bleue, qui est commune dans nos parcs périurbains et dans nos forêts, à une espèce de grande taille comme le grand albatros ou albatros hurleur de l'hémisphère sud. Attendez, je suis en train d'essayer d'enlever cette fenêtre qui est en bas de mon écran. Non, ça ne marche pas. Voilà, est-ce qu'on me voit toujours? C'est bon? Oui, Donc le c'est grand parfait. albatros, c'est bon? Le Parfait. grand albatros, 7 kg, plus de 3 mètres d'envergure, un œuf tous les 2 ans, une longévité de l'ordre de 50 ans. Le plus vieil individu connu, 41 ans, c'est surtout lié au fait qu'on n'a pas marqué beaucoup d'individus il y a plus de 40 ans, donc c'est un record qui ne demande qu'à être battu. Au contraire, la mésange bleue, donc 8 à 10 œufs par an, une longévité de quelques années, une mortalité adulte annuelle qui est 10 fois plus élevée que celle de l'albatros. On peut dire en gros qu'un an pour une mésange, vu sa longévité, c'est l'équivalent de plus d'une décennie pour l'albatros, et donc les deux espèces vivent dans des échelles de temps radicalement différentes. Alors c'est la même chose, on peut illustrer ça de la même façon chez les insectes. La mouche à damier, la commune mouche à viande, qui fait moins de 2 cm, passe d'une génération à l'autre en un cycle d'un peu moins de 30 jours, et bien des mouches et des insectes plus petits, comme la fameuse drosophile, si utilisée dans les labos de biologie, vivent dans un temps encore plus contracté. À l'opposé, un gros insecte comme le lucane cerf-volant, qui est le plus gros coléoptère d'Europe, plus de 5 cm, a un cycle de 4 à 6 ans, principalement d'ailleurs sous forme d'une succession de stades larvaires, et il en va de même pour d'autres gros insectes comme les hannetons ou les libellules. C'est la même chose aussi chez les mammifères. J'ai pris l'exemple du tamia mineur, un petit écureuil terrestre américain qui fait environ 50 grammes, 2 à 6 jeunes par an, maturité sexuelle à 1 an, gestation de 30 jours, et une longévité de quelques années parce que la longévité dans la nature, qu'on connaît mal, est toujours largement inférieure à la longévité en captivité. Si j'avais pris l'exemple de campagnols, ça aurait été encore plus frappant puisque des campagnols ou des mulots ont plusieurs générations par an. À l'opposé, notre espèce un peu emblématique qui servira un peu de fil rouge, l'éléphant d'Afrique, qui ne se reproduit pas avant 10 ans, mais qui élève un jeune tous les 4 ou 5 ans, et une longévité de 65 à 70 ans, avec une reproduction jusqu'à ces âges extrêmes. Alors cet espacement des naissances, là, qui est caractéristique de ces grandes espèces, c'est aussi la règle chez les baleines et chez les grands primates dont nous faisons partie. De fait, chez tous ces grands mammifères, la longue période d'élevage des jeunes, avec une longue lactation, induit par la lactation même un contrôle hormonal de la fécondité qui allonge donc l'intervalle entre naissances. Et d'ailleurs, chez ces espèces, en particulier chez l'éléphant, si le jeune meurt et donc que le nourrissage par la lactation cesse, la maman redevient féconde rapidement. Mais on a exactement le même type de contraste chez les végétaux, avec des extrêmes peut-être encore plus frappants, des petites plantes annuelles, comme la petite gentiane des neiges, c'est des plantes souvent naines, plus basses que l'herbe pérenne qui les entoure. Plante annuelle, ça veut dire donc qu'une graine est capable de germer, de produire une plantule qui elle-même produira des fleurs, puis produira ses graines en moins d'une saison. Donc le cycle est bouclé en 1 an. Et les graines germeront à nouveau l'année suivante pour donner de nouvelles plantes. À l'opposé, des arbres qui vivent plusieurs millénaires, notamment le séquoia, qui a une longévité jusqu'à 3000 ans et qui détient actuellement le record de hauteur pour un végétal avec 115 mètres. La photo ici, c'est un arbre célèbre dans le parc national des séquoias, le Sherman Tree, qui fait seulement, si on peut dire, 85 mètres de haut, mais qui fait presque 1500 mètres cubes de cubage. 1500 mètres cubes, c'est le volume de 800 de nos peupliers lors de leur exploitation pour le bois, c'est-à-dire un peu moins de 2 mètres cubes pour chacun des peupliers. Donc on voit bien donc, que dans toutes les composantes du règne animal et végétal, des règnes animaux et végétaux, on a ces contrastes d'échelle de temps. Les espèces ne vivent pas du tout dans les mêmes échelles de temps selon ce qu'on considère. Mais ces échelles de temps, ces différences d'échelle entre espèces, elles concernent aussi l'espace. Le tamia mineur, il défend intensément seulement 300 mètres carrés, il se nourrit jusqu'à 1000 mètres carrés, c'est-à-dire 1/1000 de kilomètre carré, alors qu'une troupe d'éléphants aura un domaine vital qui dépassera souvent les 1000 km².
Donc le rapport, là, cette fois-ci, du million. Alors bien sûr, utiliser des surfaces, ça augmente un peu les contrastes, mais si on raisonne en distance, c'est encore la même chose. Un grand albatros parcourt couramment, c'est la carte en bas de voyage d'albatros qui niche dans l'archipel Crozet, qui est un archipel détenu par la France dans les îles subantarctiques, dans les domaines subantarctiques. Un grand albatros parcourt couramment plus de 5000 km entre deux voyages à son poussin. Ça veut dire que les nourrissages du poussin sont très espacés, de l'ordre de 15 jours, alors qu'une mésange, on voit les patatoïdes en haut qui sont des domaines de nos petites mésanges bleues, qui sont les territoires contigus de différents couples de mésanges bleues. Eh bien, le rayon est rarement de plus de 50 mètres, et donc les mésanges donc, sont dans le rapport entre le domaine d'alimentation de l'albatros et de la mésange est encore de l'ordre de 100 000 pour un rapport des longévités voisin de 15. Donc on voit des différences, des contrastes en termes de distance encore considérables. Mais échelle d'espace et de temps sont cependant intimement liées. Du fait de ces différences de rayon d'action, j'ai dit que l'intervalle entre deux repas du poussin d'albatros était de l'ordre de 2 semaines, il est de quelques dizaines de minutes chez la mésange. Donc on est capable finalement de transcrire ces différences d'espace en différences de temps aussi. Alors, on peut sortir un peu des exemples pour quelque chose d'un peu plus général. Voici un graphique qui relie la masse corporelle de mammifères en abscisse avec la surface de leur domaine vital en ordonnée. Alors, de ce graphique, on peut tirer déjà deux premières conclusions. Échelle de temps, échelle d'espace et taille varient simultanément. On se doute bien que le rhinocéros, avec un domaine de milliers de kilomètres carrés, s'alimentera moins souvent qu'un micro-mammifère avec un domaine vital de 100 mètres carrés. Mais cette variation simultanée, elle concerne de nombreuses autres caractéristiques. La consommation d'énergie, ce qu'on appelle le métabolisme, la durée d'élevage des jeunes, la durée de couvaison ou de gestation, selon qu'on considère les oiseaux ou les mammifères. Il faut noter aussi, donc, comme on l'a vu pour le temps et l'espace, que les variations extrêmes peuvent différer de plusieurs ordres de grandeur selon ce qu'on considère. Les relations ne sont donc pas linéaires, elles ne sont linéaires qu'en logarithme. Bon, on ne va pas expliquer théoriquement pourquoi, il y a des raisons assez solides liées au rapport surface-volume ou des choses comme ça. Et on parle de relations allométriques. On voit bien ici que la relation est linéaire et les échelles sont en logarithme, c'est-à-dire quand on se déplace d'une graduation, on multiplie par une même quantité, que ce soit en abscisse ou en ordonnée. Mais ce graphique permet une troisième conclusion. Il montre que si la taille est importante, le mode de vie l'est aussi. Les carnivores en noir ont un domaine vital plus grand pour leur taille, à taille donnée, que les herbivores en vert. Alors, ça touche plus que le régime alimentaire, ces différences, et on parle plutôt que de mode de vie, on parle de plan d'ensemble, c'est le terme qu'on utilise dans notre jargon, le plan d'ensemble qui va contribuer à moduler un peu ces relations. Et donc, on peut résumer ça par ce graphique. Le plan d'ensemble et la taille ou la masse corporelle, disons, vont déterminer les échelles d'espace et de temps. On descend les flèches en partant du haut. Ces échelles d'espace et de temps intimement liées vont déterminer l'accès aux ressources et on va donc avoir des espèces plus ou moins lentes ou rapides. Alors les espèces lentes, dans mes exemples précédents, c'est l'albatros ou l'éléphant. Les espèces rapides, c'est l'écureuil terrestre ou la mésange. Alors, à gauche, j'ai illustré les différences de plan d'ensemble entre un écureuil terrestre rapide et une chauve-souris lente. Les chauves-souris, on comprend bien que grâce au vol, elles ont un rayon d'action supérieur aux mammifères terrestres de taille comparable. Leurs trajets d'alimentation seront plus lents et toute leur vie sera plus lente. Leur métabolisme sera plus faible, l'élevage de leurs jeunes durera plus longtemps, leur longévité sera plus grande. Et à droite, par contre, chez les oiseaux de mer, c'est la différence de taille pour un plan d'ensemble assez comparable qui va déterminer les différences démographiques entre un petit océanite à gauche, rapide, et un grand pétrel, un pétrel géant à droite, lent. Rapide et lent au sens des échelles de temps et d'espace, au sens de la démographie. Alors, j'ai parlé uniquement d'extrêmes, c'est une manière de souligner le trait. Tous les intermédiaires existent et c'est pour ça qu'on parle de gradient
gradient lent rapide, parce que j'aurais pu mettre de multiples intermédiaires entre les différents extrêmes que j'ai montrés. Alors, le résumé le plus simple de cette position sur le gradient, qui est largement utilisé par les démographes animaux dont je fais partie, c'est la durée de génération. La durée de génération, elle est définie formellement comme l'âge moyen des mères lors des naissances de leurs petits, mais c'est la durée qui sépare les vagues successives que forment les générations dans une population. Si vous regardez l'âge qu'avait votre grand-mère lors de la naissance de ses enfants, ça donne une durée de génération. L'âge moyen de votre mère lors de la naissance de ses enfants, votre âge moyen lors de la naissance de vos enfants. À chaque fois, une vague de génération succède à l'autre. Et donc, c'est ça la durée de génération. Alors, on voit ici donc toujours la masse corporelle sur une échelle logarithmique en abscisse, la durée de génération toujours en échelle log en ordonnée. Et on voit donc une relation, mais une relation qui diffère selon les groupes. Et en fait, ça veut dire que le plan d'ensemble est relativement homogène à l'intérieur de ces groupes et il diffère d'un groupe à l'autre. Et on voit donc, par exemple, ici, on voit bien que les chauves-souris, pour leur taille, sont plus lentes, sont plus hautes en termes de durée de génération que d'autres groupes. À l'inverse, les ongulés herbivores ici sont plus bas qu'un tas d'autres groupes. Et on voit donc que on a des différences assez considérables entre groupes. Effectivement, ces différences sur le gradient long rapide, elles persistent si on corrige pour la masse corporelle. Donc cette fois-ci, on n'a gardé que les différences entre groupes. Donc on va des rapides au lent, rapide à gauche, lent à droite chez les oiseaux, et on a différents groupes qui ont leur position en termes de durée de génération corrigée par la masse corporelle. Les groupes sont simplement échelonnés de bas en haut, l'ordonnée n'a pas de sens particulier, on fait simplement succéder les groupes des lents aux rapides, et on voit donc que certains groupes comme les procellariformes, dont fait partie l'albatros, qui servait d'exemple, dont fait partie le pétrel géant dont on a parlé, dont fait partie l'océanite qu'on voit encore en photo, eh bien c'est un groupe qui est lent, même quand on corrige pour la masse corporelle. À l'inverse, les ancériformes, c'est-à-dire les oies, les canards et les cygnes, sont rapides, ainsi que les galliformes, les faisans, les perdrix, les tétras. Et ces différences de groupe sont assez considérables, puisqu'un pétrel, un océanite, comme on voit en photo de 30 grammes, sera plus lent au plan démographique finalement qu'un cygne, donc un ancériforme, le groupe qui est en bas, qu'un cygne de 15 kg. Donc on voit que la masse explique une partie des choses, mais pas tout. Et donc cette position sur le gradient lent rapide est quelque chose de quelque part plus profond et plus intrinsèque que simplement les différences dues à la masse. Alors, j'en viens maintenant ici en montrant une classification des oiseaux à une autre idée. J'ai marqué ici les galliformes et les ancériformes. Mis à part les oiseaux qui ne volent pas, qui sont tout en bas du graphique, on voit que ces deux groupes qui ont divergé très très tôt du reste des autres oiseaux. Ces deux groupes, finalement, on dit qu'ils sont à la base de la phylogénie. Et les autres groupes ayant évolué s'étant séparés et diversifiés progressivement après. Notamment, on retrouverait nos procellariformes et les différents groupes qui étaient dans le graphique avant. Et ça tend à souligner une idée importante qui est que les groupes les plus lents ne sont apparus que lentement au cours de l'évolution et que les formes ancêtres étaient des espèces rapides, étaient des formes rapides, toujours au plan démographique, bien entendu. Alors, en voici une autre illustration encore plus large. Il s'agit donc au cours des 4 derniers milliards d'années, donc 4 millions d'années, 3 millions d'années, 2 millions d'années, 1 million d'années, le temps présent en abscisse. Il s'agit du volume en échelle logarithmique des plus gros fossiles connus. Alors, c'est un graphique qui ne peut pas être biaisé parce que, bien entendu, plus on va dans le temps, plus on a de chances de n'avoir gardé que des animaux plutôt plus gros. Et vers les temps les plus récents, on risque d'avoir manqué, disons, la détection d'animaux plus petits avant. Mais bien sûr, la vie a démarré avec les bactéries. Les bactéries, les générations succèdent pour certaines en moins d'une heure. Et donc, on voit bien que les êtres les plus lents ne sont apparus que progressivement, avec d'ailleurs des dents de scie dont on reparlera
à la fin de l'exposé. Donc, être lent démographiquement, ça semble évolutivement plus complexe qu'être rapide, puisque c'est plus tardif dans l'évolution, et ça suppose d'être issu d'un ancêtre rapide, toujours rapide entre guillemets, hein, je répète, bien sûr rapide démographiquement. Alors ça focalise l'attention sur les espèces les plus lentes, et ça permet de se poser la question de savoir comment elles ont pu apparaître, puisqu'elles ont mis du temps à apparaître, ça suppose une certaine difficulté, ça suppose quelque chose d'un peu particulier, donc on va passer un petit peu de temps là-dessus maintenant. On parle d'espèces longévives. Alors, il ne s'agit pas d'espèces qui vivent longtemps, il s'agit d'espèces dont les individus ont une grande longévité, ces espèces lentes. Hein. Alors, voici une illustration, la tortue lutte, qui est la plus grosse espèce de tortue marine. Les individus peuvent dépasser 2 mètres de long. Et il se trouve que la France a une responsabilité particulière pour leur conservation, puisque la Guyane est le principal site de reproduction au monde. Alors, il faut bien sûr expliquer le terme longévif. Voici ici ce qu'en dit le dictionnaire de Émile Littré. Longévif, ça veut dire long et vif, vie, donc c'est avoir une longue vie. Donc longévif, c'est avoir une longue vie. Au passage, le mot longévité voulait dire longue durée de vie. Donc quand on dit une grande longévité, c'est un pléonasme, et quand on dit une faible longévité, c'est un oxymore, on ne devrait pas dire ça, mais les démographes, le langage ordinaire, on fait dévier le sens de longévité vers le sens durée de vie, mais longévité veut dire au départ grande durée de vie. Bon, au passage, vous voyez qu'Émile Littré n'avait pas l'air d'être un rigolo, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelques records de longévité, parce que je pense que c'est assez frappant, notamment parce qu'il dépasse même les records de longévité chez les êtres humains. Donc, vous savez bien sûr que c'est 122 ans. Un premier exemple, c'est une baleine boréale qui a été observée en mai 2007 en Alaska et qui avait dans le haut du corps, dans l'épaule, un morceau de harpon qui n'a plus été utilisé après les années 1880. Comme on ne harponnait que des baleines de taille adulte, on en déduit que cette baleine, au moment de l'observation en mai 2007, avait aux alentours de 140 ans. Un autre exemple célèbre, c'est Jonathan, une tortue d'Aldabra qui est en captivité à Sainte-Hélène actuellement, après avoir bourlingué en plusieurs endroits, qui a 189 ans. Et on a un exemple d'une autre tortue, c'est des tortues terrestres énormes, hein, qui font plus de 1,50 m de long. Et une autre tortue de ces tortues terrestres est morte peut-être à l'âge de 255 ans, mais ce n'est pas complètement avéré. Et puis un dernier exemple qui me tient à cœur, sur l'atoll de Midway, c'est un atoll qui est au bout de l'archipel d'Hawaï, au milieu du Pacifique. Midway, ça veut dire que c'est au milieu. Eh bien, c'est une femelle d'albatros surnommée Wisdom, sagesse, femelle d'albatros de Laysan, s'est reproduite en 2020 à l'âge de 70 ans. Alors l'exemple me tient à cœur parce que l'ornithologue américain qui l'avait bagué, qui a donc permis de suivre ce record, a participé à divers travaux sur les albatros. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui. Il s'appelait Sean Robbins, quelqu'un de grande stature. Et puis j'aime aussi bien cet exemple parce qu'on voit sur la photo mon collègue Al Caswell sur l'atoll de Midway en train de montrer un modèle d'albatros qu'on avait construit ensemble à cette femelle d'albatros de Laysan. Pour la petite histoire, les albatros de Laysan sur Midway, c'est un atoll très plat qui ne dépasse pas 1 mètre de haut. Il y a 250 000 couples sur cet atoll. Ils sont à 1 mètre les uns des autres, les nids. Et lorsqu'il y a eu le tsunami de Fukushima, la vague a traversé le Pacifique. Les populations à Hawaï avaient été prévenues, les humains se sont mis à l'abri, mais la vague a remonté à 1 mètre de haut lorsqu'elle est arrivée dans les chaudes profondeurs autour de Midway. Elle a balayé tout l'atoll et elle a tué à peu près 150 000 poussins d'albatros de Laysan. Mais ces espèces à longue durée de vie, comme elles se reproduisent un grand nombre de fois, ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait pu craindre. Alors voilà, record de longévité, espèce longévive, mais tout de même, il y a un exemple, enfin une chose qu'il faut bien comprendre, qui est que, quelle que soit l'espèce considérée, quelles que soient ses différences d'échelle de temps et d'espace, la règle est qu'un individu est remplacé en moyenne par un individu dans la génération suivante. S'il était remplacé par moins d'un individu, l'espèce ne serait plus là. Même dans les meilleures conditions, le nombre de remplaçants dans la génération suivante, il sera un peu supérieur à 1, mais il n'excédera pas quelques unités. Alors on voit ici pour la mésange bleue,
Une mésange bleue qui vit 3 ans, c'est déjà pas mal. Si elle a 3 nichés de 10 poussins, que tout se passe bien, à peu près 20% de ces poussins atteignent l'âge d'1 an. Dans un couple, il y a 2 individus. Si je pars de la femelle, la moitié de ses descendants sont des femelles. On fait le produit de tout ça, 3 descendants dans la génération suivante. Mais il en est de même pour le grand albatros. Durée de vie 50 ans, il se reproduit tous les 2 ans, mais il y a des fois où ça rate, donc il y aura en gros une quinzaine de reproductions de 10 à 50 ans. Donc une quinzaine de poussins, mais il y en aura seulement 10 à l'envol parce qu'il y a une certaine mortalité au nid. Il y a une mortalité avant d'atteindre l'âge de reproduction de ses descendants, 50% à peu près atteindront l'âge de 10 ans. La moitié sont des femelles. Vous faites le produit, 2,5 descendants dans la génération suivante. Et donc, effectivement, le nombre maximum de remplaçants dans la génération suivante ne varie pratiquement pas des espèces les plus rapides aux plus lentes. Chez les oiseaux, il reste voisin de 3. C'est à peu près la même valeur chez les mammifères. Ça veut dire qu'il n'existe pas de super mésange capable de vivre 50 ans avec cette fécondité-là, ou il n'existe pas de super albatros avec cette longévité capable d'élever 10 jeunes par an. Et on parle donc finalement d'allocation dans la survie et dans l'allocation des ressources dans la survie ou dans la fécondité. La mésange alloue beaucoup à la fécondité et à une faible survie. L'albatros alloue beaucoup à la survie et à une faible fécondité. Et donc, d'une génération à l'autre, la même chose. Alors ça, c'est extrêmement important, c'est un résultat clé, parce que donc, la durée de génération est très variable, mais le nombre de descendants dans la génération suivante, le nombre maximum, est relativement constant. Le résultat, c'est que si j'exprime le taux de croissance par année, eh bien, il sera très élevé chez la mésange qui a une faible durée de génération, puisque elle va avoir en gros 3 jeunes, 3 remplaçants dans la génération suivante en 2 ans, et un oiseau de mer comme le pétrel fulmar, qui est un cousin de l'albatros, un cousin qui est dans l'hémisphère nord, lui, aura 3 remplaçants, mais il mettra 25 ans à produire ces 3 remplaçants. Donc le taux de croissance par an sera plutôt de l'ordre de 5%, 60% pour la mésange de croissance par an, 5% chez le fulmar. Et on voit ici, pour 13 espèces qui sont à leur maximum de croissance, cette relation négative entre le temps de génération et le taux de croissance maximum. Et on a le même type de relation pour les mammifères, pour les poissons, pour les insectes. Les valeurs sont légèrement différentes, mais on a cette même relation négative. Donc, plus une espèce est lente, donc plus son temps de génération est élevé, plus son taux de croissance maximum, taux de croissance de la population, sera faible. Alors, ça a des conséquences immédiates. On va d'abord parler, avant d'en parler, on va parler que de l'évolution vers le faible taux de croissance. Pour évoluer vers un temps de génération court, c'est facile. Il faut, si possible, faire grandir son taux de croissance maximum. Si des individus génétiquement sont capables de faire ça, tant que les sources sont disponibles, ils n'auront aucune difficulté à envahir la population dont ils sont issus, simplement parce que leur génotype ayant un taux de croissance, ayant un nombre de remplaçants plus grand, envahira la population. Évoluer dans l'autre sens, vers un temps de génération long, c'est difficile parce qu'évoluer vers un temps de génération long, c'est évoluer vers un plus faible taux de croissance maximum. Et donc, un génotype qui a un taux de croissance plus faible ne peut pas envahir la population dont il est issu, sauf si cette population n'est pas à son taux de croissance maximum. Alors, c'est ce qui explique, c'est ce mécanisme-là qui permet à des espèces lentes d'apparaître. En fait, évoluer vers une démographie plus lente, ça revient à évoluer vers de larges échelles de temps et d'espace pour accéder à des ressources qu'on sera les seuls à utiliser avec un S, pas avec un Z, excusez-moi, accéder à des ressources qu'on sera les seuls à utiliser et on échappera ainsi à la compétition interspécifique et le R max plus faible pourra s'exprimer parce qu'il n'y aura plus d'individus de la même espèce capables d'utiliser ces ressources. Alors on peut en donner divers exemples. Un des plus spectaculaires, c'est les grands cétacés, les cachalots qui ont une démographie extrêmement lente et qui ont des domaines d'alimentation très particuliers, sont capables de plonger à plus de 1000 mètres, ce qui exige un métabolisme très lent puisqu'il faut respirer évidemment à des intervalles très espacés.
mais ils sont capables d'accéder à ces profondeurs, à des calamars géants qui ne quittent jamais ces grandes profondeurs. On a pu trouver dans le ventre de cachalots qui ont été pêchés par des baleiniers dans le passé, des becs de ces calamars géants, et à partir des dimensions de ces becs, démontrer que le calamar proie faisait plus de 7 mètres de long, tentacules non compris. Donc, vous voyez, des ressources proies absolument énormes pour ces cachalots. Et puis, des espèces comme l'Androsas helvétique, vous voyez qu'elle vit dans un milieu où il ne peut pas y avoir de compétition interspécifique, puisqu'elle est la seule. Par contre, son taux de croissance sera, le taux de croissance des populations sera très lent, parce que chaque individu va fabriquer des racines dans des interstices de rochers, mettre un temps très lent à faire ses premières fleurs et ses premières graines. Ces graines, une proportion très faible germera, donc une démographie très très lente. On voit là, sur la touffe de droite, qui est partiellement morte, là, on imagine son âge, eh bien l'âge de telle touffe peut facilement dépasser le siècle. Autre exemple, là, la distance, elle est vers le haut. Imaginez un ancêtre de la girafe qui commence à évoluer vers un cou plus long. Il accède à des ressources où il n'aura plus de compétiteurs, ni d'autres espèces, ni de son espèce. Et il pourra donc se reproduire et utiliser son taux de croissance plus faible que ses congénères, qui, eux, seront soumis à la compétition interspécifique. On voit clairement ici qu'avec le zèbre, des herbivores de plus petite taille qui sont des compétiteurs, qui sont de nombreux compétiteurs pour la végétation basse, alors que la girafe n'a pratiquement pas de compétiteurs. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour expliquer comment ces espèces à faible taux de croissance maximum peuvent évoluer et apparaître. Le meilleur exemple encore, c'est celui des oiseaux de mer. Le graphique en bas à gauche vous montre la densité d'oiseaux de mer autour de la Nouvelle-Zélande. On voit ici une densité un peu plus forte autour d'Hawaï ou autour des îles françaises de Polynésie. Mais la densité d'oiseaux de mer est très forte autour de la Nouvelle-Zélande, simplement parce que la Nouvelle-Zélande abrite d'énormes populations nicheuses. Vous voyez que la densité décroît avec la distance, et quand on regarde la distance d'alimentation de différentes espèces, eh bien effectivement, les albatros sont les seuls à se nourrir très très loin. Ils élèvent moins d'un jeune par an. On va vers des espèces qui élèvent un jeune par an. Là, on voit le nombre qui est marqué ici. Et puis, plus près de la côte, des espèces qui ont 1 à 2 jeunes par an, 2 à 3 pour les goélands, 3 à 6 pour des canards qui se nourrissent dans des lagunes côtières. Donc, on voit très, très bien la manière dont, en se nourrissant plus loin, les espèces lentes échappent à la compétition interspécifique en étant les seules à très grande distance des lieux de nidification. Alors, j'espère que vous n'avez pas trouvé ce voyage en démographie comparée trop aride, mais il nous permet maintenant d'aborder mon thème principal, celui de la fragilité démographique. Le prélèvement maximum dans une population, prélèvement qu'il soit volontaire par la chasse, qu'il soit involontaire par d'autres actions humaines, par exemple des hameçons de pêche qui vont capturer accidentellement des albatros, eh bien, ce prélèvement maximum dans une population, il est étroitement lié à son taux de croissance. On voit ici l'impact sur le taux de croissance d'une population d'une surmortalité de 5% chez une mésange qui est capable de croître d'environ 60% par an. Le 60% par an, il vient en gros qu'il y a une multiplication par 3 en environ 2 ans de génération. Et le 5%, l'effet de 5% sur une population de goélands qui a une durée de génération d'une dizaine d'années et qui a un taux de croissance d'environ 10% par an, ce qui fait une multiplication à peu près par 3 en 10 ans, eh bien on voit que l'impact est évidemment beaucoup plus fort sur la population de goélands que sur la population de mésanges. Sur la population de mésanges, on a mangé une toute petite part de la capacité de croissance, alors que chez le goéland, on en a mangé une beaucoup plus grande part. C'est une idée qui est finalement assez triviale, mais qui souligne l'importance du taux de croissance maximum des populations. Ça veut dire que si vous avez un capital qui est soumis à une taxe annuelle de 5%, pardon, il vaut mieux qu'il soit placé à un taux d'intérêt de 60% qu'à un taux de 10%. Et il y a donc effectivement, à partir de là,
face aux activités humaines, ce que j'appelle une malédiction des espèces longévives, que j'ai essayé de résumer en trois temps. Espèces longévives, grande durée de génération, donc faible taux de croissance maximum, puisque le nombre de remplaçants par génération est borné et semblable, quelle que soit la durée de génération. Et donc toute exploitation par l'homme ou augmentation de mortalité, même fortuite, même involontaire, est souvent insupportable. Et pour le dire autrement, les espèces longévives, comme un capital à faible taux d'intérêt, ont du mal à supporter l'impôt des activités humaines et dans certains cas, ne le supportent pas du tout. Alors cette malédiction des espèces longévives, ça c'est sa racine, c'est son cœur rationnel, si on peut dire, c'est la raison principale, mais on va voir qu'elle se complique de plusieurs autres, on peut dire, corollaires aggravants. Il y a une première dissymétrie fondamentale entre survie et fécondité. Il y a ici, alors c'est le graphique le plus technique que je vais montrer, rassurez-vous, après ça sera plus tranquille. On a ici l'élasticité, c'est-à-dire la sensibilité relative du taux de croissance à des variations, soit des probabilités de survie dans la population, survie ou mortalité, soit une variation de la fécondité. Eh bien, il y a une dissymétrie absolument fondamentale qui est que si on baisse les survies de 10%, c'est transmis intégralement une élasticité de 1 au taux de croissance, donc quelle que soit la durée de génération, ici j'ai pris l'exemple d'une durée de génération de 25 ans, une baisse de 10% de tous les taux de survie, donc un prélèvement de 10% dans la population, fait baisser de 10% la capacité de croissance de la population. C'était le 5% tout à l'heure sur les mésanges, là j'ai pris 10%. Par contre, une augmentation de 10% de la fécondité, on pourrait espérer que ça va compenser l'effet. Eh bien non, pour une durée de génération de 25%, eh bien l'élasticité, la transmission finalement au taux de croissance, c'est l'inverse de la durée de génération. Donc elle n'est transmise qu'avec un coefficient de 1/25e, donc 0,4% de taux de croissance récupéré par une augmentation de 10% de la fécondité. Et on voit donc un premier facteur aggravant pour les espèces longévives, c'est que non seulement elles ressentent plus fortement l'impact, puisque leur taux de croissance est plus faible, l'impact d'une mortalité supplémentaire, mais leur fécondité est beaucoup moins à même de compenser que dans une espèce à courte durée de vie. Il y a donc ainsi peu d'espoir, par exemple, qu'une augmentation de la fécondité des éléphants puisse venir compenser une augmentation du braconnage. Alors c'est intéressant parce que c'est souvent évoqué par les chasseurs, on parle de mortalité compensatoire, c'est-à-dire que si on tue des individus, on fait baisser la densité de la population et donc on offre des meilleures conditions à ceux qui restent. Oui, mais les meilleures conditions, elles vont pas avoir des résultats absolument miraculeux. Alors, il y a une deuxième dissymétrie qui est tout aussi terrible et qui est simple, mais qu'on ne réalise pas souvent, c'est qu'en fait, chez une espèce dont le taux de croissance est faible, par exemple des éléphants avec une croissance de 4% par an, eh bien la décroissance due au braconnage et due à la surmortalité peut être, elle, beaucoup plus forte et non bornée. Ici, c'est l'exemple de ce qui s'est passé au Tchad lors des événements terribles politiques du Tchad dans les années 2006, 2007, 2008, etc. Dans le parc national de Zakouma, qui est qui abrite la principale population d'éléphants au Tchad, on était à plus de 4000 individus au début des années 2000, et on voit qu'il y a eu un braconnage complètement intensif au moment des troubles politiques, tout simplement parce que les gardes n'ont absolument plus pu exercer leur métier, aussi parce que les braconniers professionnels s'en sont donnés à cœur joie, aussi parce que les populations autour avaient besoin de viande. Et donc en 2008, on a un effectif de carcasses, 600 carcasses, et donc la décroissance a atteint jusqu'à 30% par an, alors que la croissance ne pourra jamais être de 4%, elle sera toujours un peu en dessous de 4%. Ce qui veut dire que des décroissances violentes comme ça, en très peu d'années, mettront des décennies à être éventuellement compensées. On voit ici un cadavre d'éléphant qui a été braconné. Au passage, on parle beaucoup du braconnage pour l'ivoire. On récupère les défenses d'un mâle et on laisse la carcasse pourrir. Mais il faut bien savoir que le braconnage pour la viande, c'est la même chose.
parce que bien entendu, c'est les populations qui sont obligées de braconner les éléphants pour la viande n'ont évidemment pas de réfrigérateur, et donc elles consommeront un peu de viande, mais elles ne pourront évidemment pas conserver la carcasse, et une semaine ou 2 semaines plus tard, elles iront tuer un autre éléphant. Donc ça, c'est une deuxième dissymétrie fondamentale entre taux de croissance qui est borné et taux de décroissance qui, lui, n'est pas borné et qui est vraiment catastrophique. Alors, on peut résumer ça maintenant dans une espèce de spirale un peu négative. La durée de génération, elle est facile à calculer, elle est un bon prédicteur, un bon proxy, comme on dit, du paramètre critique qui est le taux de croissance maximum de la population. Donc, une espèce qui a un temps de génération élevé aura un Rmax faible, mais ces espèces longévives vivent aussi à des échelles d'espace et de temps qui tendent à augmenter les interactions avec les humains. Vous pouvez penser à l'ours brun dans les Pyrénées, par exemple, qui est encore braconné, parce que de temps en temps, il croise des humains parce qu'il utilise un espace assez large. C'est des espèces qui auront des combinaisons d'impact direct et diffus, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de braconnage direct, eh bien, c'est des espèces qui seront perturbées dans leur utilisation de l'espace. Le cas des éléphants qui sont repoussés dans les parcs nationaux et qui ont pratiquement plus d'accès à des espaces autres que les parcs nationaux est un bon exemple. Elles ont des traits de comportement qui les fragilisent. Le meilleur exemple, c'est là aussi l'éléphant, les traits le comportement social. La mort d'un individu va perturber la mortalité et la reproduction de tout le groupe social, que ce soit une femelle ou que ce soit un mâle chef de clan, si on peut dire. C'est même la même chose si on tue des jeunes femelles, parce que les tantes et les sœurs des jeunes éléphantaux jouent un rôle clé dans l'accompagnement de l'élevage des jeunes. Donc là, les traits de comportement sensible, c'est un facteur vraiment important. Chez les albatros, par exemple, les partenaires sont fidèles pour la vie. Si l'un des partenaires est pris par un hameçon de pêche palangrière dans le Pacifique, le partenaire veuf va mettre 3 à 4 ans à retrouver un autre partenaire et reformer un couple, donc va rater plusieurs épisodes de reproduction. Et donc, les traits de comportement sensible vont aggraver l'impact de la surmortalité. Grande taille attractive, vous vous rappelez peut-être la polémique sur la chasse au lion de riches américains prêts à payer des sommes faramineuses pour un trophée. Bon, ben ça, c'est un exemple de choses qu'il faudrait absolument faire disparaître. Et puis, les effectifs de ces grandes espèces sont par nature faibles. Il y a plusieurs millions de pucerons dans le moindre champ cultivé et il y a moins de 500 000 éléphants d'Afrique au monde. Et enfin, nous avons vu qu'une compensation par la fécondité est impossible. Donc, on a une espèce de spirale négative qui tend à accroître les difficultés. Dès qu'une espèce longévive est en difficulté, elle continue de l'être. Alors, l'éléphant est un bon exemple. Il est tombé une dépêche d'agence aujourd'hui indiquant que les deux espèces d'éléphants, l'éléphant des savanes et l'éléphant de forêt, les deux espèces d'éléphants d'Afrique, sont placées de vulnérables à en danger et en danger critique pour l'éléphant de forêt. En danger critique d'extinction. Mais un bon exemple, c'est aussi les populations de gros poissons, en particulier les populations de thon. Une étude là que je cite qui montre que les stocks les plus menacés sont ceux qui ont un âge élevé à la maturité sexuelle, une grande masse corporelle et des taux de croissance de population maximum faibles. Donc, c'est exactement le même schéma. Alors, ça concerne les poissons, ça concerne aussi les mammifères marins. J'ai vu hier, une dépêche, la ministre, le gouvernement a été alerté à cause du grand nombre d'échouages de dauphins sur les côtes françaises, des dauphins qui présentent des blessures par des engins de pêche. Le nombre là dépasse les records. Et la ministre de la Mer a déclaré « Ah, mais les dauphins sont des espèces en danger, sont des espèces protégées, il n'y a pas de problème, ce ne sont pas des espèces en danger. » Et on voit bien que dans la gestion de toutes ces espèces, il y a l'idée que tant qu'une espèce n'est pas en danger, il ne faut rien faire. C'est un peu comme si on supprimait, par exemple, toute prévention des cancers et qu'on ne soigne les gens que quand ils ont des symptômes graves. Et bien entendu, c'est souvent trop tard. Et donc, il faudrait, pour toutes ces espèces
longévives, l'équivalent de la prévention qu'on a pour les maladies chroniques et savoir les protéger efficacement avant qu'elles soient en danger, puisque beaucoup y vont lentement mais sûrement. Alors, vous pouvez choisir votre exemple. Là, j'ai illustré la tortue lutte, l'éléphant, le condor de Californie, les thons. Et on va vous passer la main pour que vous proposiez vous-même des exemples qui vous viennent à l'esprit. J'imagine que certains d'entre vous doivent en avoir à l'esprit dont je n'ai pas parlé. Donc, je ne sais pas comment ça se passe là. On a posé la question, Monsieur Le Breton. Vous pouvez répondre sur le chat si vous voulez, par écrit. Alors, il faut que j'ai accès au chat. Alors, je ne sais pas comment je peux avoir accès au chat. Chatter, voilà. D'accord. À vos claviers, merci. Voilà, je vois votre message. On va voir si. Alors, ce que je vais Si faire ça vient un peut-être. peu lentement, on peut reprendre les exemples que peuvent proposer les gens à la fin, au début de la discussion générale, si vous Oh, préférez. peut-être je vais vous les donner comme ça parce que je ne sais pas en fait si vous avez accès au. Alors, on a eu Bah, des réponses j'ai vu la orang-outans. question au-dessus, là, sur l'enregistrement. Des orang-outans, on nous propose. Ouais, alors j'en parle dans 3 minutes. Très bon Alors exemple. voilà. On nous dit aussi des iguanes. Les iguanes, alors oui, les reptiles, alors reptiles et amphibiens, il y a beaucoup d'espèces menacées parce qu'ils sont dans des habitats en plus c'est la peau de chagrin. Et effectivement, les iguanes sont parmi les plus grands, les plus grands reptiles et avec un métabolisme extrêmement lent. C'est des animaux à sang froid et donc effectivement extrêmement fragiles. Ouais. Oui, oui. Alors, je n'ai pas en tête de paramètres démographiques pour les iguanes, mais il est clair que c'est un bon exemple. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit la panthère nébuleuse. Oui, alors les grands félins, d'une manière générale. Alors la panthère des neiges, elle est dans un habitat extrêmement, extrêmement spécialisé. Elle se porte pas si mal que ça. Le félin qui se porte le plus mal, c'est clairement le tigre, puisqu'il y a actuellement les populations de tigres sont éclatées en 5 populations. Il y en a une seule, celle du Bengale, qui dépasse les 2000 individus, donc ça vous donne une idée de la faiblesse des effectifs. Et bien Mhm. sûr, le tigre, il considère que les zones d'élevage font partie de ces zones de prédation. Il considère que l'homme est une proie potentielle, donc les interactions avec l'agriculture sont presque insupportables. Et ça, dans des pays pauvres, c'est extrêmement difficile à gérer. Donc, c'est uniquement des protections de vastes espaces qui permettraient de sauver le tigre. Mais il est clair que le tigre est probablement un des candidats à l'extinction relativement rapide, peut-être de l'ordre du siècle, etc. Mais le Mhm. lion est pas loin derrière. Quand on voit Alexandre le Grand chasser le lion en Irak il y a quelques millénaires, il y avait du lion dans les montagnes de l'Atlas au Maroc jusqu'au début du XXe siècle. Les derniers sont morts en zoo dans les années 1920. Et l'aire de répartition du lion se fragmente et le lion n'existe pratiquement plus en dehors des parcs nationaux. Donc les grands félins, alors ça renvoie au graphique où on voyait les prédateurs qui avaient des domaines vitaux assez grands pour leur taille. Bon, tous les grands félins sont effectivement assez menacés. Mhm. Merci beaucoup. Alors, on avait effectivement le tigre, ça nous avait été soumis également. Alors, on nous demande le sanglier. Alors le sanglier, ben, j'en parlais à la fin peut-être du sanglier. C'est l'exemple d'une D'accord. démographie rapide et qui lui est en croissance pour des raisons que j'expliquerai après. Je préfère peut-être en parler à la fin si D'accord, ça ne gêne très bien. pas. Hein. Alors après, on Alors avait d'autres, oui, le panda géant. oui, alors le panda, voilà, autre exemple de démographie très lente. Hein, et alors par contre, lui, bon, le panda, c'est proche des ours. Hein,
finalement. On a longtemps cru que c'était une bête complètement à part, mais c'est proche des ours. Il a quand même, par rapport à d'autres ours, il n'interagit pas trop avec les populations humaines. Bon, le grizzly, par exemple, pose des problèmes énormes en Amérique du Nord. Il survit bien en Alaska et au Canada, où il y a très peu d'humains. Mais partout où il y a des activités humaines, les interactions avec le grizzly sont extrêmement difficiles. Le panda, c'est un exemple de démographie lente et on le voit bien, même en captivité, la difficulté à les faire reproduire dont la presse fait l'écho. Ouais. Alors, on nous dit aussi évidemment les singes, hein, le gorille, le chimpanzé. Alors j'en parle dans une minute, ça. Voilà. Ben, écoutez, Ah, je reprends à ce moment-là, peut-être. très bien. Voilà. Alors, Merci à tous pour vos réponses. c'était tout extrêmement pertinent, hein. Alors, dans les exemples, je vais quand même reprendre les végétaux brièvement. Les séquoias, les séquoias ont bien failli y passer. Il y a une exploitation euh, pour le bois, bien sûr, parce que le volume de bois. Ici, vous voyez une souche de séquoias. C'est les séquoias qui ont été exploités à la fin du 19e, dans les années 1880. Ça s'est arrêté heureusement assez vite. Là, c'était au sein de ce qui est devenu le parc national des séquoias. Il faut savoir qu'une souche comme ça, son diamètre, c'est entre 8 et 10 mètres de diamètre, hein. Donc, évidemment, les volumes de bois que j'ai cités, 1500 mètres cubes, c'est phénoménal, quoi. Et il y avait l'espoir d'en faire quelque chose. Et on voit encore dans le parc national de Séquoia des tas de sciures autour de ces souches. La sciure contient tellement de résine et de choses comme ça qu'elle n'a pas disparu depuis plus d'un siècle. Mais bon, les séquoias, on peut considérer qu'ils sont sauvés. Il faut savoir que les séquoias existaient en Europe avant les glaciations, il y avait un peu plus de 100 000 ans, et qu'ils ont disparu lors d'épisodes glaciaires et qui n'ont persisté qu'en Amérique du Nord. Voilà, alors je vais revenir quand même sur un autre exemple qui est important parce qu'il permet de faire le lien entre les extinctions actuelles et les crises d'extinction passées, c'est celui des dinosaures. Vous savez qu'on attribue la disparition des dinosaures, le consensus est à peu près fait, à une chute c'est à la transition, ce qu'on appelle la transition Crétacé-Tertiaire, transition KT, il y a 65 millions d'années. C'est généralement attribué, le consensus est fait autour d'une météorite qui est tombée sur le Yucatan. On parle de la météorite d'Alvarez parce que c'est les Alvarez, père et fils, universitaires à Stanford, qui ont développé l'étude de cette météorite, dont on a retrouvé des traces du cratère, qui aurait engendré une péjoration climatique extrêmement forte. Alors, il y a beaucoup de gens qui cherchent des causes spécifiques à la disparition des dinosaures outre la météorite. Moi, je pense que la péjoration climatique est simplement le fait qu'ils aient pu être privés d'accès à leur nourriture ou que leur nourriture est fortement diminuée, suffit à expliquer parce qu'en fait, ce sont seulement les grands dinosaures qui ont disparu, les grands dinosaures herbivores, comme les diplodocus, et leurs prédateurs, comme le tyrannosaure. Voilà, un grand dinosaure, là, les os d'un grand dinosaure, vous voyez la taille par rapport à la personne qui est devant. Les petits dinosaures, eux, ils ont survécu. Ils sont devenus les oiseaux, hein. Donc, de fait, les petits dinosaures, les oiseaux et les petits mammifères qui commençaient à surgir à l'époque ont survécu et se sont diversifiés depuis 65 millions d'années. Donc, de fait, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres choses qui ont disparu que les gros dinosaures, mais le signal principal, ça a été la disparition des espèces les plus lentes, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Les espèces les plus lentes payent leur premier tribut, mais bien sûr, on va voir qu'il y a d'autres signes qu'on est rentré dans une véritable crise d'extinction. Alors, voilà, j'avais dit que je parlerais des hominidés. Les hominidés, c'est 7 espèces plus l'homme, donc 3 orang-outans, l'orang-outan de Bornéo en haut, l'orang-outan de Sumatra et l'orang-outan de Tapanuli, élevés au rang d'espèce récemment. Ensuite, le chimpanzé et le bonobo, donc les deux chimpanzés qui sont nos plus proches cousins, hein. L'homme a divergé des chimpanzés il y a en gros entre 6 et 8 millions d'années. Et puis les deux espèces de gorilles, le gorille de l'Ouest et le gorille qui est par exemple notamment au Cameroun, et le gorille de montagne qui est notamment la frontière entre
le Rwanda et la République dite démocratique du Congo. Alors, quand on regarde le statut de ces espèces, on se réfère à l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Je pense que c'est intéressant de préciser que l'UICN est souvent cité comme une ONG. Ça n'est pas vrai, l'UICN est un organisme intergouvernemental. Donc, ça n'est pas un organisme militant comme on le reproche souvent à certaines ONG. C'est un organisme intergouvernemental avec des procédures extrêmement calées, un peu comme le GIEC ou l'IPBES. Alors, voilà le résultat. L'orang-outan de Bornéo est en danger. L'orang-outan de Sumatra est en danger critique. L'orang-outan de Tapanuli est en danger critique d'extinction. C'est probablement le plus en danger de toutes les espèces là, puisqu'il y a moins de 800 individus au monde. Le chimpanzé est en danger. Le bonobo est en danger. Le gorille de l'Est est en danger critique d'extinction. Et le gorille de montagne est en danger. Le gorille de montagne, il a vécu au moment des troubles au Rwanda un peu ce qu'a vécu l'éléphant lors des troubles au Tchad. Hein. Une baisse absolument énorme parce que du fait des désordres politiques dans la zone où il habitait, et bien sûr une capacité de récupération extrêmement faible. Alors, comme pour les dinosaures, ce statut assez terrible des hominidés n'est qu'un avertissement que nous entrons dans une crise plus large. De ce point de vue, les espèces longévives, c'est un peu les sentinelles de la biodiversité parce qu'elles sont affectées en premier lors de toute crise de la biodiversité. Mais en parallèle, eh bien, il y a la fameuse décroissance des insectes. Vous savez, le fameux papier allemand qui démontre qu'on a perdu 75% de la biomasse des insectes en quelques décennies. Les oiseaux, ici, vous voyez notamment, donc ça c'est en France, toutes espèces confondues, c'est la courbe en bleu, mais vous voyez que dans les milieux agricoles, en une trentaine d'années, on a perdu 30% des effectifs, plus de 30% des effectifs. Donc c'est une baisse vraiment considérable et bien sûr ça renvoie à l'agriculture intensive qui va lentement mais sûrement dans le mur et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Et puis un autre exemple dont on parle moins, mais là il y a une série absolument extraordinaire, c'est le nombre, on n'a pas les biomasses, mais on a le nombre d'invertébrés du sol depuis les années 1830 en Angleterre, et notamment les lombrics, les lombrics qui sont passés à pratiquement 25% de leurs effectifs. Et là, ça pose des problèmes vraiment sérieux dans la mesure où c'est ce qu'on appelle des ingénieurs des écosystèmes, c'est des animaux qui travaillent le sol, et on peut craindre des effets de seuil pour l'agriculture, arriver à un certain niveau d'épuisement des biomasses microbiennes et d'invertébrés du sol, des effets vraiment très brutaux qui peuvent apparaître. Donc finalement, les espèces longévives, c'est un peu un cri d'alarme, mais c'est un peu la partie visible d'un iceberg qui est beaucoup plus large. Alors, je vais conclure sur un dessin plutôt, qui s'efforce d'être humoristique, mais qui est un peu pessimiste. C'est dû au célèbre humoriste Gary Larson, qui a beaucoup de dessins sur les animaux. Donc l'image est bien sombre, messieurs, le climat mondial change, les mammifères prennent le dessus, et nous avons tous un cerveau à peu près de la taille d'une noisette. Alors c'est bien sûr ce qui est derrière, c'est l'incapacité de nous, en tant qu'hommes, à raisonner à la bonne échelle et à bouger, parce qu'il y a l'inertie des économies, l'inertie d'un monde très anthropocentré, mais il y a des signes que ça bouge quand même, puisque quand on voit la manière dont la crise environnementale était complètement déniée il y a une quinzaine d'années et la manière dont elle est dans tous les esprits maintenant, on peut se dire que beaucoup de choses ont bougé. On peut espérer qu'on les continuera de les faire bouger suffisamment vite avant d'être dans une situation plus critique. On voit bien les débats autour des recommandations citoyennes pour la loi sur la biodiversité qui est en ce moment. Je conclurai sur une phrase que je cite souvent de l'homme politique italien Gramsci, qui est pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. On peut espérer qu'on bougera suffisamment. Voilà, je vous remercie de votre attention, même si on a manqué du contact du présentiel, et je suis prêt à essayer de répondre à vos questions. Super. Merci beaucoup, Dr Le Breton, pour cette présentation extrêmement passionnante et également très claire finalement, qui a amené beaucoup de questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main, parce que maintenant, on va prendre vos questions. Je vois qu'il y a déjà quelques mains levées.
Mais avant de vous laisser prendre le micro, je voulais simplement vous poser cette première question qui a été posée également dans le chat. En introduction, on discutait du fait de prendre du recul, qu'on a tendance en tant qu'homme à se voir comme individu et que c'est difficile de s'imaginer ensuite en tant que nous-mêmes espèces sur cette planète, même si c'est ce que nous sommes. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour l'espèce humaine? Vous avez parlé des primates tout de suite, mais sommes-nous une espèce L'espèce monolithique? humaine, c'est particulier parce qu'elle est dépendante de la biosphère, bien sûr, euh, pour sa nourriture, pour la qualité de l'air qu'elle respire, pour l'eau, enfin pour un certain nombre de ressources, tout ce qu'on appelle les services écosystémiques. Mais elle a modifié sa démographie de manière considérable. On dit, et notamment depuis le milieu du 19e siècle, on dit que le principal facteur qui a modifié la démographie humaine, c'est le chauffage. Et donc la capacité des gens à avoir des poêles à bois et à charbon à partir du 19e siècle dans les pays de l'hémisphère nord notamment, qui ont été les premiers à faire leur transition démographique. La transition, dans ce qu'on appelle la transition démographique, après l'amélioration de la survie par les conditions de vie, par la médecine, etc., la transition vers une fécondité plus faible prend du temps, même si bien sûr la contraception chimique a permis des grandes avancées, mais on voit bien que c'est loin encore d'être le cas complet à l'échelle de la planète. L'Afrique a encore à réussir sa transition vers une fécondité plus faible. Et à cause du décalage entre transition démographique pour la mortalité et transition démographique pour la survie, les populations humaines ont augmenté considérablement. Alors moi, je ne suis pas du tout un... Enfin, je ne dirais pas que l'espèce humaine est menacée. Je pense que l'espèce humaine, elle survivra, mais je pense que les conditions de vie vont se détériorer à plein d'endroits. Elles vont se détériorer de manière très inégale selon les pays et selon les populations. Euh, Tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de citer en introduction que j'étais au conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Un des messages importants d'un tas de gens, mais notamment de la Fondation Nicolas Hulot, c'est que la question de la transition écologique et on peut dire d'une certaine justice environnementale ne peut se faire qu'en prenant en compte en parallèle la justice sociale. C'est vraiment la même chose. Je cite souvent une phrase d'un regretté collègue, Jacques Weber, qui disait ça à propos des premiers signes de la crise environnementale. Il disait « La crise n'est pas économique, elle est écologique, mais les conséquences seront sociales ». Et je pense que c'est très, très vrai. Donc, on voit bien qu'il y a quelque part, alors je sens mon rôle de scientifique, c'est peut-être un peu plus militant, mais bon, on ne peut pas être scientifique dans les domaines où je suis sans être engagé actuellement. Finalement, il y a un espace pour une conception politique un peu nouvelle qui rejoigne les préoccupations environnementales et les préoccupations sociales. Après, il faut le réaliser suffisamment vite avant que la situation se dégrade. Mais par contre, je ne suis pas du tout, comment dire, collapsologiste ou je sais plus comment les adeptes de la collapsologie, l'effondrement. Bon, non, je ne crois pas à ça. Je crois que, de toute façon, on voit bien avec le Covid, il y a quand même des capacités de réaction, mais qui affectent très différemment différentes couches de la société ou différents pays. Si l'agriculture va dans le mur comme elle continue d'y aller, il y aura certainement une crise, on saura la gérer avec des conséquences dommageables, les dommages des conséquences sont très inégaux dans différents pays, dans différentes couches de la société. Mais les sociétés humaines ne vont pas s'effondrer, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas, je ne le pense pas, disons. C'est pas dans vos prédictions. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une première question de la part des participants. Madame Maguelone Gratto, je vais ouvrir votre micro, si vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Gratto, il faut ouvrir votre micro. Bon, Madame Gratto, je suis désolée, je vais
prendre une autre question en attendant, peut-être essayer d'ouvrir votre micro, je reviendrai vers vous. Madame Bartolomucci. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation vraiment enfin, passionnante. Je buvais vos paroles. Juste une question, alors, je ne sais pas si c'est complètement en rapport par rapport à la longévité, mais enfin, j'ai la chance d'habiter dans le canton de Genève où la chasse est interdite, donc on laisse un petit peu la nature tranquille. Et en fait, un atlas des mammifères du canton est sorti tout récemment, une nouvelle mise à jour. Et en fait, on a constaté qu'il y avait un retour des grands mammifères, des grands ongulés, des cerfs, même parfois une surpopulation. Mais bon, les domaines vitaux sont aussi très petits, hein, donc tout est relatif. Par contre, on a constaté que la plupart des petits mammifères, les micro-mammifères, eux, sont en train de disparaître à grande vitesse. Et donc, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que là, du coup, la longévité, là, ça aide pas? Enfin, les générations, la vitesse n'a pas l'air d'aider. C'est peut-être que parce que les autres sont plus forts. Je ne sais pas, Alors, j'aimerais votre sentiment là-dessus. oui, alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, pour le retour des grands mammifères, c'est vrai que dès qu'on allège la pression, ils reviennent et que ça a des conséquences en cascade sur tout l'écosystème. Je vais donner un exemple qui est assez vertueux. Le chamois était autrefois chassé et braconné allègrement dans les Alpes jusque dans les années 70. Les plans de chasse sont apparus. Le nombre de chamois a plus que quadruplé en 40 ans dans les Alpes, hein. Il y a du chamois partout. C'est une conséquence, c'est que le loup a pu revenir. Pourquoi? Parce que des loups, il en circulait de temps en temps venant d'Italie, mais ils n'arrivaient pas à se nourrir. Ils ont pu se nourrir. Alors, il y a le problème de l'élevage parce que à certains moments, on met un garde-manger sous le nez du loup et c'est un peu compliqué à gérer, ça, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que pour le loup, la saison critique, c'est l'hiver et que l'accès à des populations d'ongulés sauvages, c'était la seule solution pour. Mais au passage, vous parliez de surpopulation, les chamois avaient été victimes d'une maladie virale, une kératoconjonctivite, venue d'herbivores domestiques. Eh bien, la kératoconjonctivite virale, on n'en parle plus depuis qu'il y a le loup. Pour la bonne raison, évidemment, qu'un chamois à moitié aveugle atteint de kératoconjonctivite, il est plus facilement mangé par un loup que qu'un animal en bonne santé. Donc on voit que là, sur le plan de l'écosystème, c'est assez vertueux. Alors après, pour la question sur les micro-mammifères, il me semble que j'irai chercher du côté de l'agriculture. Je ne sais pas si c'est des zones agricoles intensives, parce que j'ai donné l'exemple, alors je vais essayer de revenir à une de mes diapositives, j'ai donné l'exemple des mésanges et des goélands. Là, attendez, où est-ce qu'elle est? Voilà. Je donnais l'exemple des. Je ne sais pas si vous voyez. Des diaporamas. Bon. Là, c'est clair. Alors, imaginez à droite votre cerf et à gauche votre mésange. Le cerf, on est proche de 0% puisqu'on a stoppé la chasse, si les populations croissent. Le petit campagnol à gauche, il y a une démographie de mésanges, c'est peut-être pas 5%. À cause de l'agriculture, c'est peut-être 30%. Donc voilà, moi, il me semble que j'irai chercher de ce côté-là, c'est-à-dire que effectivement, même si on a un fort taux de croissance, si l'impôt des activités humaines il est vraiment très très fort, eh bien l'espèce supportera pas bien non plus. Il me semble, enfin bon, je connais pas les détails de la situation, il faudrait regarder de plus près, mais Non, c'est mais peut-être. effectivement, je pense vous avez juste parce que je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis du côté de la sauvegarde et la régénération de la forêt, des milieux forestiers. Et puis par contre, l'agriculture en Suisse, elle est assez, ouais, elle est assez, on dit ici, propre en ordre. Donc il n'y a pas de haies, on fait tout bien comme il faut, bien droit, etc. Il n'y a rien qui dépasse. Et voilà. Pour les micro-mammifères et les oiseaux, c'est un peu catastrophique. Il faudrait rechercher s'il y a des données. Il y avait de très bons spécialistes des micro-mammifères en Suisse depuis très longtemps. Il y a de très, très bonnes études déjà dans les années 60-70. Donc il y a peut-être des suivis et peut-être des données qui discutent un peu ça. Il faudrait voir, oui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous pour votre question.
Alors, n'hésitez pas à poser vos questions directement en ligne. Donc, on a une question pour vous, Monsieur Le Breton, c'est Monsieur Weisgeberg. À propos des sangliers, vous aviez dit que vous reviendriez sur la problématique des sangliers avec un taux de génération oui. rapide. Alors, le sanglier, je ne sais pas si on voit toujours ma diapositive, il est plutôt du côté de la mésange que du côté du goéland, là. C'est-à-dire qu'un sanglier, une femelle de sanglier, ça se reproduit pas à 1 an. Ça a des portées jusqu'à 6, 8, 10 marcassins. Et il y a une autre caractéristique, alors ça j'en ai pas parlé, mais qui est particulière, c'est que c'est une espèce qui est polygyne, c'est-à-dire que un mâle peut féconder plusieurs femelles. Le résultat, c'est que dans une population, les femelles continueront d'avoir la même fécondité, même si la proportion de mâles tombe largement en dessous de 50% de la population. On estime que jusqu'à 15% de mâles dans une population de sangliers, même à 15% de mâles, les femelles sont encore fécondées. Il y a encore suffisamment de mâles pour féconder toutes les femelles. Donc ça, c'est les données, je dirais, de fonctionnement de la population. À côté de ça, les chasseurs, pour diverses raisons. La première, parce qu'ils cherchent des animaux de grosse taille pour la viande. La seconde raison, pour des préoccupations éthiques, parce qu'on ne tire pas une femelle qui va se reproduire, ou encore moins une femelle avec les jeunes. Débusquent avec leurs chiens, tirent donc préférentiellement des mâles. Ce qui fait que ça n'a aucun effet sur la croissance de la population. Et effectivement, les effectifs de sangliers continuent de croître à peu près 8% par an, malgré un grand nombre de sangliers tués. Dans l'Hérault, on est à plus de 15 000 sangliers par an dans un seul département. Quand vous regardez, ça fait pratiquement, pour une petite commune où il y a à peu près 20 semaines de chasse, ça fait 40 sangliers. Ça veut dire un sanglier est chassé le mercredi, un sanglier est chassé le dimanche, même dans des petites communes rurales. Et donc, actuellement, avec quelques collègues, on essaie de faire passer le message qu'il faudrait que les chasseurs acceptent de tirer sur les femelles, acceptent de tirer sur des bêtes plus petites, acceptent de tirer sur des femelles, même si c'est pas très moral à leurs yeux, pas très éthique, mais ça serait la seule manière de limiter la population de sangliers. Alors, c'est un message qui passe assez mal parce qu'il y a une légende qui est que la fécondité des sangliers est liée à l'hybridation avec les cochons. C'est absolument pas avéré. Il n'y a aucun papier scientifique, y compris génétique, qui démontre qu'il y a une introgression marquée. Il y a quelques cas d'hybridation, mais il n'y a absolument pas introgression, c'est-à-dire vraiment fusion des gènes de cochons et de sangliers. Et il n'y a absolument pas d'augmentation de fécondité des sangliers par rapport à la norme démographique de l'espèce. Ça, c'est une légende. Donc, c'est vraiment le problème du tir des mâles qui actuellement fait que les sangliers... Mais alors oui, voilà une espèce qui supporte très bien l'impôt des activités humaines, surtout à cause de la polygynie et du tir des mâles. On dirait, je ne connaissais pas ce système de polygynie. C'est vraiment intéressant. Et oui, parce qu'alors, chez les espèces très rapides, une manière d'augmenter le taux de croissance, c'est ce que font les perdrix, c'est d'être effectivement polygyne et même d'avoir une proportion de femelles dans les nichés, dans les couvées, plus élevée. Et c'est le cas chez les perdrix et chez les faisans. Il y a beaucoup plus de femelles, soit dès la naissance, soit plus tard à cause d'une mortalité différentielle, mais toutes ces femelles sont allègrement fécondées parce qu'il y a polygynie. Et c'est une manière pour ces populations-là d'avoir des taux de croissance extrêmement élevés. Très bien. Merci beaucoup, merci pour votre question. On va prendre une autre question. Monsieur Pina. Bonjour, docteur Le Breton, c'est un plaisir de vous parler. J'aurais juste une question par rapport à la physiologie et à certaines capacités de métabolisme. Vous avez évoqué le métabolisme chez certaines espèces longévives qui est assez lent. Et j'ai appris que certaines espèces, notamment des reptiles, par exemple les iguanes marins, avaient la faculté de diminuer leur métabolisme et
du coup leur anatomie pour pouvoir s'adapter à des phénomènes comme El Niño. Alors ma question c'est de savoir est-ce que vous pensez que les causes de cette adaptation sont purement physiologiques ou bien sont dues à des mécanismes génétiques comme l'épigénétique par exemple? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une forme de plasticité sur le métabolisme, bien sûr, notamment chez les espèces à sang froid comme les iguanes. Moi, je suis plutôt spécialiste des vertébrés à sang chaud, donc je ne m'aventurerai pas sur le terrain de la physiologie, je ne serais pas capable de vous répondre. Mais alors, si on peut remonter à nouveau mon écran, là, j'ai cette diapo, là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui. Oui. Alors, de fait, la première, caractéristique qui contrôle le métabolisme, c'est la taille, parce que le rapport surface-volume, en gros, chez un homéotherme comme nous, un animal qui doit maintenir sa température corporelle, eh bien, il faut produire de l'énergie proportionnellement au volume et on en perd proportionnellement à la surface. Donc le rapport surface-volume, qui varie avec la taille, fait que le métabolisme peut être plus lent chez les espèces de plus grande taille, parce que le rapport surface-volume est plus favorable, elles ont moins de déperdition d'énergie par unité de masse. Alors, il y a un extrême chez les tout petits oiseaux, c'est les colibris. Les colibris, ils ont un métabolisme tellement rapide qu'ils mourraient de faim pendant la nuit s'ils maintenaient leur température. Donc, ils tombent en léthargie, ils hibernent littéralement chaque nuit, certaines espèces, pour baisser leur métabolisme et survivre à la nuit. Et il y a de tas d'autres exemples. Après, les différences entre groupes lents et rapides que je vous ai montrés ici sont en partie liées à des différences de métabolisme une fois qu'on a corrigé par la masse corporelle. C'est-à-dire qu'un procellariforme, même quand on corrige par la masse corporelle, il a un métabolisme plus faible qu'un ancériforme. Et ça permet, alors notamment, ça permet l'espacement des repas des poussins. Les poussins d'albatros qui attendent 15 jours, essayez de jeûner 15 jours, vous verrez ce qui vous arrivera. Ben, le poussin qui est en pleine croissance, il est capable de jeûner 15 jours. Donc c'est bien lié à un métabolisme plus lent. Mais après, les raisons génétiques ou épigénétiques, enfin, ça a été sélectionné, donc c'est très certainement pour une large part dans la génétique, parce qu'il y a des pressions de sélection très fortes liées justement à la démographie lente, enfin à l'accès à des ressources lointaines et espacées. Hein. Donc, mais il y a peut-être des mécanismes épigénétiques, je ne saurais pas vous dire. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que ça rejoint, Monsieur Le Breton, peut-être rapidement, parce qu'on a d'autres questions dans le chat que je vais vous poser par la suite, mais est-ce que ça rejoint, vous avez dit que pour les espèces longévives, l'accès à la nourriture, par exemple, l'entrée dans un monde un peu de non-compétition, ça pouvait être l'une des explications, mais vous avez montré aussi que finalement, ces espèces longévives, elles apparaissent de plus en plus au cours de l'évolution. Est-ce Oui. que c'est un phénomène d'adaptation ou au contraire, est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il y a d'autres, autres que l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres explications? Disons que l'accès aux ressources tel que je l'ai décrit, l'accès à des ressources peu utilisées, donc favorise l'apparition d'espèces longévives. Alors je cherche un graphique, voilà. Simplement, chaque espèce est est adaptée à ce qu'on appelle son régime de perturbation. C'est-à-dire que, par exemple, les éléphants, eh ben, ils sont habitués à des feux de savane qui, de temps en temps, font disparaître un groupe ou tueront des individus, etc. Mais ils sont habitués à un certain rythme de telle perturbation. Dès que ce rythme de perturbation s'accélère, et c'est ce que font les activités humaines sur ces espèces-là, ça devient insupportable. Et donc, il y a à la fois une espèce de tendance, on va dire, pour schématiser, pour caricaturer, la nature a horreur du vide, donc ces ressources distantes finissent par être utilisées par des animaux de grande taille, c'est-à-dire que les calamars géants, ils sont tranquilles et puis arrivent à un moment des cachalots qui sont capables de les manger. Et puis, lors des grandes crises qui modifient les régimes de perturbation, les grandes espèces sont touchées en premier, et c'est ce qui fait les dents de scie dans les tailles maximum ici. On voit les dents de scie correspondent aux crises d'extinction qu'il y a eu au cours de l'histoire du vivant,
où à chaque fois, on va dire, la mégafaune, ce qu'on appelle la mégafaune, les grands animaux sont écrémés, la mégafaune ou la mégaflore sont écrémés, disparaissent et on repart d'organismes plus petits. Et à nouveau, la nature a horreur du vide, alors, toujours entre guillemets, des individus de grande taille, plus lents démographiquement, sont capables d'accéder à des ressources distantes. Tout ça se reconstruit petit à petit. Et donc, on peut dire qu'on est rentré encore dans une dent de scie actuellement avec un écrémage de la grande faune. Les vertébrés dans leur ensemble, font partie de la mégafaune par rapport aux insectes et par rapport à tout ça. Et il faut bien savoir que le devenir des vertébrés est vraiment... on a perdu plus d'une espèce de vertébrés par an depuis 500 ans. Et on estime que depuis 15 000 ans, parce que je peux expliquer pourquoi ça a commencé il y a 15 000 ans, depuis 15 000 ans, on a perdu pratiquement 20% des vertébrés, des espèces de vertébrés. Hein. Et donc, on peut dire qu'on est vraiment rentré dans... C'est pour ça qu'on dit qu'on est rentré dans une crise d'extinction. Les rythmes d'extinction sont en gros de jusqu'à 100 fois ce qui devrait être en période normale en l'absence de l'homme. Je peux au passage, j'ai parlé des grands arbres. Il y a eu des expériences en Amazonie où on a couvert des grands arbres de filets et puis passé des insecticides et récolté tout ce qui tombait. Et on a découvert que à chaque espèce d'arbre était inféodé à peu près 400 espèces d'insectes différents. Certains étaient nouveaux pour la science d'ailleurs, en grande partie, puisque les insectes sont loin d'être tous connus pour la science. Et donc ça veut dire que ces grands arbres à démographie lente, si à cause du changement climatique, un certain nombre disparaissent avec la régression de la forêt amazonienne, changement climatique et déforestation, eh bien, des espèces d'insectes qui, elles, sont démographiquement rapides, mais parce qu'elles sont inféodées à ces espèces d'arbres, vont disparaître aussi. Donc, on voit bien ce qu'on appelle les effets de cascade qui peuvent arriver. Peut-être sur une note un peu plus positive et rebondir, on nous demande dans le chat s'il existe des exemples de stratégies de mise en place en tout cas par les espèces longévives pour pallier justement à une crise démographique ou des exemples d'adaptation. Dites-nous oui. Oui, alors ça dépend du degré de commensalisme ou du degré de tolérance mutuelle entre l'espèce et l'homme. Il y a un exemple intéressant, c'est l'exemple des vautours fauves, les vautours là, du sud de la France et de l'Espagne, et du condor de Californie. C'est des espèces très semblables sur le plan écologie. Alors, je n'ai pas de photo de vautours fauves, mais j'avais dans mes diapos, voilà. Là, on voit le condor de Californie en bas de la diapo, là. Donc, ça ressemble beaucoup à un vautour de chez nous. Eh bien, le vautour fauve s'est adapté depuis longtemps à l'élevage et mange les carcasses d'animaux domestiques. En Andalousie, dans la première moitié du XXe siècle, les vautours faisaient des circuits de plus de 300 km pour visiter les villages successivement. Ils savaient quel jour de la semaine on mettait les cadavres des animaux sur une place spéciale à l'extérieur du village. Et donc, ils passaient d'un garde-manger à l'autre, ils faisaient leurs courses d'un jour à l'autre en parcourant ces villages. Et on a réussi la réintroduction avec des efforts assez considérables, mais on a réussi la réintroduction dans les Cévennes. Ils avaient disparu à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale. En établissant des zones de nourrissage, et actuellement on rétablit un équarrissage naturel en autorisant les bergers à laisser les cadavres des brebis à la disposition des vautours. Eh bien, pour le condor de Californie, ça a été extrêmement difficile parce que le condor de Californie est extrêmement méfiant vis-à-vis de l'homme et a horreur de s'approcher des animaux domestiques. Et donc, on est arrivé à le sauver, mais ça a été extrêmement difficile, beaucoup plus délicat. Donc, il y a des traits d'histoire de vie comme ça, comme un plus grand commensalisme ou un moins grand commensalisme qui créent des difficultés parfois inattendues. Mais l'exemple du vautour fauve montre qu'on peut sauver des espèces emblématiques assez facilement. Il y a des espèces dont on sait qu'elles n'auront assez peu de plasticité parce qu'elles sont trop spécialisées. L'ours polaire est un bon exemple. Avec le changement climatique, l'ours polaire sera vraiment en grande difficulté. Merci quand même pour cet exemple
qui nous donne un peu d'espoir. J'avais raté une question. Attendez, si je peux reprendre la parole une seconde. Je vous en Moi, prie. j'ai l'impression qu'il faut se dire que la grande faune, il y en a une partie qui, de toute manière, ne sera pas sauvée, hein. C'est-à-dire, je ne crois pas que le tigre pourra survivre plus de 2 siècles. Je ne crois pas que l'ours blanc pourra survivre plus de 2 siècles. Mais par contre, la biodiversité ordinaire et la pérennité des systèmes agricoles, elle dépend, par contre, elle est entre nos mains et ça, on peut le changer. Même si c'est compliqué, et même si personne n'a de baguette magique, et même si le sort des agriculteurs est tout à fait respectable et compliqué. Oui, il faut essayer de s'attaquer aux choses qu'on peut véritablement changer. Alors, il y a une question de Monsieur Weisgerda qui nous dit actuellement en Europe, je ne sais pas si vous voulez intervenir éventuellement via le micro, qui nous dit actuellement en Europe, les forestiers exigent une baisse drastique des populations de cerfs. Quel effet sur cette population lente à court et long terme? Alors le cerf, c'est un exemple un peu particulier parce que c'est une espèce polygyne, donc c'est une espèce qui a des capacités de récupération quand même meilleures que les extrêmes que j'ai posés. Après la cohabitation entre les forestiers et le cerf, bon, je ne donnerais pas forcément tort au cerf, hein, c'est-à-dire que les forestiers sont parfois quand même alors, ce qui est compliqué quand même, c'est que les grands mammifères, les grands mammifères, leurs prédateurs ont largement disparu. Dans les zones où le loup ou le lynx sont présents, ben, il y a une régulation de ces populations. Les lynx peuvent chasser des faons de cerf sans problème, les loups encore plus. Donc, bon, là, c'est l'exemple que j'ai cité du chamois, où finalement la présence du loup elle est très vertueuse pour le chamois. Et si on arrive à gérer l'élevage de manière raisonnable, parce que je pense qu'on ne le gère pas de manière tout à fait raisonnable, c'est un système qui devrait pouvoir marcher, hein. Quand je dis qu'on ne gère pas de manière raisonnable, je ne vais pas me lancer dans une longue discussion sur l'exemple du loup, mais il faut savoir par exemple que dans le parc national du Mercantour, il y a 20 000 ongulés sauvages, mouflons, chamois, bouquetins, cerfs et chevreuils, et il y a en été 65 000 moutons. Et ce nombre est en augmentation, ce qui tend à prouver quand même que la situation n'est pas si terrible que ça pour les éleveurs, puisque c'est une des principales zones pour le loup en France. Donc il y a un moment, on est face à des choix, c'est-à-dire est-ce qu'un parc national doit servir à faire de l'élevage de moutons ou pas? Voilà. J'imagine que ce sera discuté dans la stratégie aire protégée qui a été mise en place par le gouvernement récemment. Alors, on a une autre question de Monsieur Lopez. Monsieur Lopez, si vous voulez ouvrir votre micro. Voilà, bonjour. Oui, bonsoir. Merci. L'usage des insecticides nous condamnerait à continuer à employer ces insecticides de par un impact plus important sur les insectivores que sur les insectes. Et est-ce qu'on a un moyen de sortir de ce cercle infernal? Alors le cercle, et c'est une très bonne question, le cercle, il est effectivement infernal. Il y a un truc en évolution qu'on appelle la parabole de la reine rouge. Vous savez, c'est la reine rouge dans Alice au pays des merveilles qui idéalise qu'il faut courir de plus en plus vite pour rester toujours à la même place. Quand il y a deux ennemis dans la nature, hein, par exemple un parasite et un animal, eh bien l'animal évolue des compétences de lutte contre le parasite pour s'en protéger, des anticorps ou je ne sais. Et puis, le parasite va évoluer une forme encore plus virulente qui permettra d'avancer un coup. Et l'hôte du parasite va évoluer un nouveau mécanisme pour se protéger à nouveau. Et on appelle ça la course aux armes évolutives. Et l'équilibre entre l'autre et le parasite reste à la même place alors qu'il court de plus en plus vite. C'est-à-dire, il y a sans arrêt des innovations. Et ça, c'est constamment en marche. C'est exactement ce qui se passe avec les insectes et les insecticides. C'est-à-dire qu'on est condamné à utiliser des insecticides de plus en plus puissants. Alors, on a interdit le DDT, on a actuellement avec les néonicotinoïdes des produits qui sont 500 à 1000 fois plus toxiques que le DDT.
Donc, les néonicotinoïdes, il y aura des formes de résistance qui vont apparaître chez certains insectes, et donc on cherchera des trucs encore plus puissants. Donc on est condamné soit à en sortir, soit à faire de pire en pire. Donc la seule conclusion logique, c'est qu'il faut en sortir. Alors après, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut peut-être plus d'agriculteurs et plus de surfaces cultivées, éviter les friches, changer les pratiques agricoles. Alors ça, c'est compliqué. Accepter des rendements plus faibles et donc garantir une vie raisonnable aux agriculteurs en modifiant l'économie de l'alimentation. Il faut rappeler quand même que la part de l'alimentation dans nos budgets n'a cessé de baisser au cours des 7 ou 8 dernières décennies. Donc peut-être qu'il faut accepter de remettre plus d'argent dans l'alimentation, ce qui exige d'autres sacrifices, etc. Donc c'est un gros problème et je n'ai pas de baguette magique, mais par contre, qu'on soit condamné à sortir des insecticides, ça j'en suis intimement persuadé, pour les raisons que j'ai évoquées là. On vous a perdu un tout petit peu à la fin, je crois, Monsieur Le Breton. Ah. Désolée, terme de connexion. Monsieur Lopez, vous êtes toujours là? Oui, oui. Ça a répondu Oui, avec... et donc, est-ce qu'on a un espoir de récupérer des populations d'insectivores pour remplacer l'usage des insecticides qu'on fait actuellement, si on arrête l'usage des insecticides? Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans les documents là, auxquels vous avez accès, j'ai un article qui s'appelle Un tour d'horizon de la démographie des oiseaux. Je parle justement des oiseaux des zones agricoles, des insectivores, mais aussi des perdrix, des choses comme ça. C'est des bêtes qui ont une bonne capacité de croissance. Si on enlève le poids qu'elles ont sur la tête, entre guillemets, elles repartiront. Il n'y a aucun doute. Parce qu'il n'y a pas cette spirale qu'il y a pour les espèces longévives, cette spirale d'effets négatifs qui fait que chaque effet est amplifié par un autre effet, quoi. Merci beaucoup de votre réponse. Merci, Monsieur Lopez, pour votre question. Merci. Ah, alors je vais poser, si je la retrouve, une question qui a été posée sur le chat. Pardon, c'est compliqué. Ah oui, sur les ours des Pyrénées. On nous pose la question, quid de l'avenir des ours dans les Pyrénées? Puisqu'apparemment, il n'y aura pas de nouvelles réintroductions. Ça a été... Oui, enfin ça peut changer, hein, parce que c'est pas des programmes qui se gèrent à l'échelle de quelques années. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la population actuellement est à la limite du viable démographiquement. Il n'y a pas assez de mâles notamment. Et dans le long terme, elle n'est pas viable génétiquement parce qu'il y a trop de consanguinité pour le moment. Ça peut changer aussi. Si c'est suffisamment protégé, c'est une population qui peut continuer de se développer. Le hiatus, il est entre les Pyrénéens et l'identité pyrénéenne. Il y a une revue qui s'appelle la Revue pyrénéenne qui vient de faire un dossier ours dans lequel parlent des gens qui disent que l'ours fait partie de de l'identité pyrénéenne. Et bon, si je l'ai défendu comme ça peut marcher. Si on continue de le braconner, de le tirer et de considérer qu'il est incompatible avec l'élevage, ce qui n'est pas vrai. Alors autant il y a des difficultés pour le loup, autant pour l'ours, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, l'ours disparaîtra. Ça, c'est un problème de choix, hein. Mais ça peut être viable. Il faudra probablement d'autres réintroductions. Le fait qu'elle soit, pour moi, temporairement suspendue n'est pas dramatique. C'est dans le long terme que les choses se jugent. Le problème crucial, c'est l'acceptation par les Pyrénéens, hein. Mais bon, les Pyrénées, si vous comparez les Pyrénées aux Alpes, vous apercevrez que la pression de la chasse est partout plus forte, qu'il y a une espèce de... les routes forestières et les pistes pour les 4x4 pénètrent beaucoup plus loin. Donc, quelque part, l'impact chasse, braconnage, interaction diffuse, etc., est plus fort que dans les Alpes. Donc, il y a beau y avoir des espaces peu accessibles dans les Pyrénées, il y a beaucoup d'espaces accessibles dans lesquels l'ours n'est pas tranquille. Après, dans les Abruzzes, dans les monts Cantabriques, dans les Carpates, il y a des populations d'ours, ça se passe bien.
Le loup, même chose, il y a beaucoup plus de loups en Italie, en ex-Yougoslavie, en Grèce et en Espagne qu'en France. Ça se passe bien. Donc, il y a des moments où j'ai envie de dire, on est peut-être un peuple de râleurs et il faudrait peut-être savoir se bouger sur certains sujets si on veut garder cette grande faune. Hein. Parce que c'est faisable, c'est faisable. Merci beaucoup. Oui, je pense que la question derrière, c'était aussi, étant donné qu'ils sont des espèces longévives, un grand taux de génération, est-ce que le fait de limiter comme ça le nombre d'individus sur le long terme, finalement, ça n'a pas un impact? Mais si vous dites que non, c'est plutôt positif. Limiter quoi donc? Pardon, j'ai pas. Limiter l'introduction de nouveaux individus sur le long terme, en fait. Oui, le fait de ne pas le faire d'un coup, mais c'est-à-dire de l'espacer dans le temps, est-ce que ça a un effet sur la survie Ouais, globale? ça, on peut faire diverses modélisations, mais bon, actuellement, c'est un peu critique pour les mâles. Donc, c'est sûr que si on reste 10 ans sans réintroduire de mâles, c'est toujours le problème. Si un des mâles est braconné, là, ça va commencer à devenir un peu dur. Hein. Comme avait dit un collègue au Conseil national de protection de la nature, si on tue le dernier mâle d'ours des Pyrénées, oui, on est sûr que la population ne sera pas viable, même s'il reste des femelles. Quoi. Donc là, la situation est un peu limite, mais bon, c'est pas le. On peut se permettre de ralentir les. Enfin, il faut que ce soit géré, quoi. Il faut que ce soit géré, mais je pense que c'est. Enfin, si on suspend les réintroductions et qu'on ne fait pas bouger les mentalités, là, c'est fichu. Là, c'est clair. Oui. Ouais. Si on ne suspend pas et qu'on fait changer les mentalités, c'est beaucoup mieux. Si on suspend mais qu'on fait changer les mentalités, c'est pas trop mal. Et si on réintroduit mais qu'on ne fait pas changer les mentalités, on est condamné à réintroduire pendant un certain temps. Oui, c'est ça, pendant longtemps. Ouais, d'accord. J'ai une question de Monsieur Pina, mais je crois qu'on vous a déjà entendu, Monsieur Pina, non? C'est votre deuxième question? Peut-être que vous avez oublié d'enlever votre main. Excusez-moi. Oui, bonjour. J'avais une deuxième question en fait. Alors, oui, ma c'est question. Ça. C'est bien ce qui me semblait. Alors, en fait, oui. Alors, avec l'activité humaine, la nature a tout de même réussi à trouver des parades pour pouvoir s'adapter et adapter les espèces longévives, comme par exemple les éléphants du Sri Lanka avec leur quasi-disparition de défense. Aussi, je voudrais vous demander, docteur Le Breton, est-ce que vous pensez que l'Anthropocène tel qu'il est entamé risque de condamner les espèces longévives? Oui, moi je pense que les espèces longévives sont effectivement largement menacées. L'exemple des éléphants d'Asie que vous citez, il est quand même pas, il est pas si bon que ça, parce que des populations sauvages d'éléphants d'Asie, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Alors il se trouve que c'est une espèce qui a un commensalisme facile, qui est facile à relativement facile de domestiquer, ce qui n'est pas du tout le cas de l'éléphant d'Afrique, qui n'a jamais été domestiqué, sauf peut-être par Hannibal, ce qui pose une question historique intéressante. Mais oui, les espèces longévives sont toutes sur le déclin et sont menacées en premier. Donc, par contre, il y a suffisamment d'espèces comme ça pour imaginer que ça prendra peut-être 1000 ans. Mais si je refais l'analogie financière, si vous avez de l'ours blanc ou du tigre, vendez, quoi, parce que c'est pas des bêtes sur lesquelles on peut parier pour un avenir brillant, quoi. Le vautour fauve, oui, plus. L'éléphant, vraiment pas. L'éléphant, on a perdu 60% des populations, 60% des effectifs en quelques dizaines d'années. Voilà. Donc oui, les espèces longévives, mais est-ce qu'elles disparaîtront toutes comme ont disparu tous les grands dinosaures? Peut-être pas. Après, dans le long terme, la nature s'en sortira, c'est-à-dire que cette crise, un jour ou l'autre, l'homme, soit parce qu'il sera lui-même mis en difficulté, soit parce qu'il aura changé. Dans des millions d'années, la nature
aura repris un certain nombre de droits, certainement, mais bon, c'est plutôt à court terme, oui, je pense qu'une grande part d'espèces longévives vont disparaître, hein. La liste est longue, hein, le guépard, le panda, l'éléphant, le condor de Californie. Et puis alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'espèces ont été sauvées à travers des programmes, soit de réintroduction, soit de protection, etc., qui ont coûté une énergie folle, souvent fait par des amateurs, et que ça a ses limites, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout sauver avec des programmes comme ça, quoi. Après, on ne peut pas en vouloir aux personnes non plus, peut-être d'essayer de faire quelque chose, des animaux magnifiques, et c'est vrai que c'est tout à fait triste. Mais c'est pour ça que quelque part, même s'il faut soutenir ces programmes de sauvegarde d'espèces longévives, parce qu'ils sont extrêmement importants, enfin, perdre l'éléphant sur le plan éthique et culturel, ça serait quelque chose d'énorme, oui, mais derrière, le problème de notre agriculture intensive, il est encore plus immédiat quelque part, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et peut-être encore plus difficile. Monsieur Pinat, oui, c'est tout bon? Oui, Ouais, oui, merci beaucoup en tout cas pour votre deuxième question. Merci. Hop, malheureusement, oui, c'est certain, faire quelque chose ici et maintenant. Ah bah vous avez de la lumière, moi j'en ai... Vous allez finir par plus me voir, bon, bah, ça tombe bien, c'est la fin. Ouais, voilà. Je suis complètement Extinction dans des le feux. noir. Voilà. Bon, alors je vais prendre peut-être une dernière, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à lever la main. On va prendre peut-être une dernière question. Il y a beaucoup de commentaires qui vous remercient chaleureusement sur le chat. Voilà, pour cette présentation de qualité. Je vais finir peut-être encore. Merci à tous pour votre attention et puis pour la qualité des questions. Et puis à la Fondation Rovaltin pour cette occasion de dialogue. Je vous en prie, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Je vais finir, non, tout le monde vous remercie. Voilà, c'est vrai que passé 19 h, les gens ont aussi des impératifs. Bon, bah nous, ça nous a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci effectivement pour vos questions extrêmement intéressantes et pertinentes. Et puis, n'hésitez pas, vous nous retrouvez, si j'arrive à lire ma feuille dans le noir, très très bientôt, pour je crois que c'est le 25 avril, pour notre prochain jeudi de la Fondation, qui sera sur d'où vient le mercure présent dans le poisson de nos assiettes, ce qui est quand même là aussi un sujet d'importance, puisque souvent on ne sait plus trop quoi manger, ni pourquoi, ni comment. Comment le mercure arrive-t-il dans les poissons? Pourquoi? Et surtout de quelle façon? Avec le docteur David Point, chercheur à l'IRD. Voilà, merci à vous en tout cas. Une très bonne soirée. Merci docteur Le Breton pour encore une fois. Bonne soirée à tous, merci. Au revoir.